Cinquième question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Alors attention, hein, le COPRA n'est pas expert dans tout. Hein. Nous, les statuts du COPRA sont clairs. Hein. On lutte contre le passage de cette infrastructure dans le tissu urbain. Hein. Ça s'arrête là parce qu'on nous sollicite souvent pour tout un tas de questions. Attention, hein, c'est dur pour nous. Hein. Christiane Paraville, il travaille 24 heures sur 24, hein, presque. Alors, le COPRA, comment se positionne-t-il par rapport aux voitures électriques? Ça ne va pas arriver tout de suite déjà, pour commencer. Et puis il y a un gros problème. Moi je vous le dis comme je le pense, on va quitter la dépendance du pétrole pour aller à la dépendance de l'uranium. Et la France ne produit pas d'uranium. Alors, je m'interroge hein, sur ça, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de voiture électrique hein? Alors, on n'en est pas là, hein, parce aussi certains députés qu'on a rencontrés nous disent, ben oui, affolez-vous pas, ça progresse, vous voyez, le progrès arrive, la modernité, etc. Dans combien de temps? On nous a bourré le crâne pendant 40 ans pour prendre la voiture diesel, acheter le diesel, c'est plus costaud, ça coûte moins cher, vous roulerez plus vite, etc. Et puis il faudrait maintenant changer de voiture en 1 an. Hein? C'est quoi ça? Alors, la voiture électrique, sincèrement, je ne peux pas vous répondre, ce pas des décisions qui nous appartiennent. Hein. Pour le chauffage au bois, vous avez raison, monsieur. Vous avez parfaitement raison. Mais le but recherché par toutes ces campagnes, c'est de réduire. Alors, pour répondre principalement à votre question, sur les 48 000 morts par an, il y en a 18 000 morts qui sont dus à l'automobile. Le restant, c'est la pollution des industriels, la pollution des chauffages, etc. Mais 18 000 morts sont imputables à la pollution d'eau automobile. Et ça, c'est quand même grave. Vous vous rendez compte, s'il y avait en France un cataclysme qui fait 18 000 morts, mais je ne vous raconte pas l'émotion, hein. Mais là, c'est des anonymes. C'est des anonymes, ils meurent par là, etc. Les morts de quoi? Du cancer? Ah oui. Ou d'un AVC, hein, ou des problèmes cardiovasculaires. Trafic aérien, là, c'est protection totale. Hein. Kérosène, pas taxé. Hein. Et pourtant, Jacques Chirac avait dit il faut faire payer ceux qui utilisent les avions, et avec l'argent, on pourra... c'est pas fait. C'est pas fait. Et avec l'argent, si on mettait une taxe sur le kérosène, on pourrait peut-être aussi mettre des avions un petit peu plus modernes et un petit peu moins bruyants. Hein. Le PSME répond à besoins économiques. Alors le PSME, c'est le Grand Paris. C'est l'opération Grand Paris avec l'autoroute fluviale Paris-Rouen-Le Havre et le canal Seine-Nord. La conjonction des deux se fait à Conflans-Sainte-Honorine. Et en plus, il y a la plaine d'Achères, celle qui devait recevoir la centrale atomique qui était mise à Nogent, celle qui devait recevoir l'école d'hélicoptères, celle qui devait recevoir la ligne à haute tension, la THT. Vous savez qu'en région parisienne, la nature a horreur du vide, et il faut vite remplir. Alors il y a eu des combats hein, pour empêcher tout ça, monsieur. Mais aujourd'hui, c'est cette autoroute fluviale qui font que cette plateforme veut être réalisée là à Conflans. Hein. Alors pour la première partie, la PSME Ouest, 120 hectares, plutôt réservés pour les travaux publics, avec des garanties que l'évacuation se ferait par voie ferrée et par péniche. Hein. Pour PSMO, c'est autre PSME, excusez-moi, c'est autre chose là. Hein. C'est vraiment autre chose. Alors, la question, est-ce que cela peut être fait ailleurs? Oui, bien sûr. Il faut déjà diversifier. Quand on a mis les stations de traitement des eaux usées, on a concentré tout à HR. 2 700 000 m3 jour, 160 communes. On va chercher les eaux usées jusqu'à Corbeil-Essonnes dans des émissaires qui sont grands comme le métro pour les ramener et traiter à HR. Mais c'est de la folie. Or, les traitements des eaux usées, c'est en étoile autour de la capitale, comme à Valenton, comme à Carrière-sous-Poissy, etc. À partir de là, vous pouvez traiter toute la pollution carbonée et azotée. À cette dimension-là, c'est catastrophique. Alors là, c'est pareil. Il y a la plateforme de Gennevilliers qui n'est pas complètement saturée. Hein, et puis il y a un port à Limay qui est loin d'être saturé.
hein, on l'a visité, etc. Et c'est pas face à une ville. Il y a vraiment une distance entre le port de Limay et la ville. La ville, elle est sur les hauteurs, dans la colline, ça n'a rien à voir. Genevilliers, c'est pareil. Or, le maire de Genevilliers qu'on a rencontré a dit c'est une des plus grosses bêtises que j'ai fait, c'est d'accepter cette plateforme à Genevilliers. Ça a coupé ma ville du fleuve. La ville de Genevilliers, la Seine, elle ne connaît plus. C'est fini pour eux. Et il a regretté. Hein. Voilà. Alors, ça répond, monsieur, à ce projet autoroutier Paris, Rouen, Le Havre. Après, les 4 questions ont été répondues. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il faut donner le micro. Avec un micro, c'est mieux quand même. Bon, est-ce que vous avez des informations? Enfin, comment poser la question? Est-ce que la liaison gare de triage d'Achères, futur port multimodal qui sera installé devant la vieille ville, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable, ça? Voilà, c'est tout, c'est une question qui me trotte dans la tête, quoi, et que ce serait bien le ferroutage quand même, quoi. Voilà. On l'a demandé, ça a été demandé puisque la gare de triage est là juste derrière. C'est fondamental de faire cette liaison. Hein. Bon, on l'a demandé, ça fait partie du débat, mais la réponse n'a pas été donnée. C'est comme on a demandé une passerelle de jonction entre la ville d'Andrézy et puis cette plateforme. La question est posée, la réponse on l'a pas. Pardon. Donc on ne sait pas. Ouais. Si quelqu'un sait dans la salle, nous on ne sait pas. Hein. Non, monsieur, c'est pas une petite question. Oui, je sais bien, mais je sais bien. Ouais. Je sais bien. Parce que nous, on s'est beaucoup penché sur ce que cette plateforme-là allait mettre sur la route. On s'est beaucoup intéressé à ça. Et il nous a été répondu, et les réponses ils nous paraissent honnêtes, etc. Et puis on les vérifiera de toute façon. Bon, on s'est intéressé à ça, mais la liaison que vous préconisez, on l'a demandé aussi, ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer peut-être au sujet suivant. Alors, je pense qu'il y a des élus qui souhaitent intervenir. Je crois qu'il y a M. Philippe Rouleau, maire d'Herblay, qui souhaitait intervenir. Peut-être d'autres élus aussi. On va commencer par M. Philippe Rouleau, si vous voulez bien avancer. Un seul micro, ça me suffira. Bien, écoutez, tout d'abord, je suis désolé d'avoir été en retard. J'étais à une inauguration d'un centre de supervision urbain à Franconville. Tout d'abord, je voulais réaffirmer mon soutien et le soutien de la ville d'Herblay que je représente. Ce soir, je suis là en tant que maire d'Herblay, parce que j'ai plusieurs casquettes et je fais attention à quelle casquette j'utilise. Je voulais vous féliciter parce que ça fait des années que je vous connais et la qualité de votre travail est gardée autant de mobilisation alors qu'il y a eu effectivement des revirements et des fois ça donne l'impression qu'on souhaite vous endormir également, mais ça n'a pas marché. Vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent et c'est toujours intéressant de voir vos assemblées. Et d'ailleurs du coup c'est tellement intéressant que les gens vous questionnent sur des sujets qui dépassent largement votre combat d'origine. Donc bravo. Vous dire également que moi c'est pas si je soutiens le COPRA, d'abord c'est pas récent et c'est pas une posture politique, hein, parce que des fois vous avez des hommes politiques qui vont vous soutenir à un moment donné, juste avant des élections, etc. Bon, moi j'ai manifesté aux côtés du COPRA il y a 25 ans. J'avais ma fille était dans une poussette et je l'ai mariée en juillet. Donc vous voyez, c'était il y a quelques années, et donc j'habitais, quand je suis arrivé à Herblay, j'habitais le quartier que je croyais être des Buttes-Blanches, c'était le hameau de Lorette-du-Bois, donc mes enfants allaient à l'école des Buttes-Blanches, et je trouvais inadmissible qu'on puisse imaginer faire passer une autoroute juste à côté de mon habitation et d'une école, en l'occurrence. Donc je suis toujours à vos côtés. Et depuis, je suis aussi vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Donc j'ai œuvré pour que la nouvelle présidente du conseil départemental
puisse vous recevoir, ce qui a été fait, et je lui en ai encore parlé tout à l'heure, parce qu'elle était à l'inauguration, et on a échangé d'ailleurs sur l'entretien que vous avez eu. Et plus récemment, je suis devenu administrateur d'Île-de-France Mobilité. Donc je siège au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité, et donc tout ce que j'entends là, bien sûr, résonne plus particulièrement, puisque des sujets de mobilité sont abordés. Et oui, quand on dit que cette route va coûter 3 à 4 milliards, bien sûr qu'il y a des choix bien plus pertinents à faire. Il y a 2 choix qu'il faut faire, donc développer les transports. On a 30 ans de retard en Île-de-France par rapport à la province au niveau des transports, par rapport au nombre d'habitants. Moi, il m'arrive de voyager dans toute la France et je vois le décalage qu'il y a par rapport à la province, donc on a beaucoup de retard à rattraper. Vous l'avez dit très justement, on a fait des mauvais choix, c'est-à-dire qu'on a construit en périphérie et on a fait des emplois à Paris ou très proche de Paris, donc ça ne va pas du tout. Ça, c'est le premier axe, donc développer les transports en commun et tout faire pour qu'on dépense des milliards dans les transports en commun. Et puis, il y a un autre aspect qui a été abordé également, et qui me parle aussi, parce que je suis aussi en charge du développement économique à l'agglomération Val-Parisis, c'est de développer des emplois de proximité. On doit tout faire pour inciter les entreprises à s'implanter sur notre territoire. Et je vais même aller plus loin, on doit tout faire pour inciter ces entreprises à recruter des gens, des locaux. Et je trouve que les pouvoirs publics seraient bien inspirés s'ils dépensaient un peu d'argent pour inciter les entreprises à recruter des gens locaux, parce que ça ferait globalement gagner beaucoup d'argent, parce que tous ces gens-là n'auraient pas à prendre leur voiture ou prendre des transports en commun qui sont sous-dimensionnés. Voilà ce que je voulais vous dire, en tout cas vous redire, mais enfin je crois que vous avez bien noté que le maire d'Herblay était un soutien, parce que je vous ai entendu tout à l'heure, mais c'était pour vous redire donc, le soutien de la ville d'Herblay à votre action, et j'ai beaucoup plus de pouvoir qu'avant, et sachez que mon pouvoir, je l'utilise systématiquement pour essayer d'influencer. Vous avez cité quelques élus qui sont contre. Voilà, j'essaye de porter de les convaincre. Il y en a, c'est dur. Vous en avez cité quelques-uns. Je pense que là, c'est même pas la peine que ce sera pas possible. Tous les combats sont pas bons à mener. Hein. Quand vous êtes sûr de perdre, c'est pas la peine d'y aller. Mais en tout cas, au sein du conseil départemental, vous avez cité la région. J'ai échangé également avec Valérie Pécresse sur ce sujet-là. Voilà, j'essaye à chaque fois d'apporter d'autres informations, parce que ceux qui sont loin, ils ont des avis qui sont très différents. Hein. On leur souffle. Voilà. Je vais d'ailleurs aller parler au conseiller départemental que vous avez cité tout à l'heure, pour essayer d'infléchir sa position. Et Anthony, vous avez... Guillaume Viltet. Vous avez Anthony Arciero également, vous avez cité, non? Non, c'est M. Puyot. Non, Ah oui, alors M. Puyot, oui. Alexandre Puyot. D'accord, Alexandre. D'accord, je vois. Donc je vais aller le voir. Ça m'étonnait. J'ai cru que c'était Anthony Arciero, ça m'étonnait avec lui. Ah oui, pourtant il est proche, lui. Il devrait être conscient du problème. Alors après, je crois qu'il ne faut pas opposer, parce qu'en fait on parle du développement économique et on dit bah oui, mais c'est important parce que ça touche plein de gens et vous êtes peu, etc. C'est pas, je crois qu'il ne faut pas réduire ça à d'abord les transports en commun. Je pense que ça peut développer le territoire, et quand une entreprise regarde pour s'implanter sur notre territoire, elle regarde d'abord les transports en commun. Les axes routiers, c'est assez peu. Voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il est tard, mais je voulais vous dire quelques mots. Voilà. En tout cas, merci et bravo pour votre action. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre élu qui veut prendre la parole, monsieur Husson? Quelques mots, non? André dit non? Non? Bourcourt, vous avez la parole. Est-ce que le film sera disponible sur le site internet? Oui. Non, il faut que je pose la question, parce que j'ai obtenu l'autorisation de le présenter ce soir, hein, de le projeter ce soir, mais c'est une autorisation un peu exceptionnelle. Hein. C'est la propriété de NCP, donc ils m'ont bien dit qu'il ne fallait pas le divulguer à droite et à gauche, donc à revoir. Je ne pense pas qu'on puisse le mettre sur notre site internet. Et je ne pense pas qu'on puisse mettre un lien quelque part, parce que je l'ai eu en téléchargement à partir de WeTransfer.
Donc pas avec un lien où il resterait sur un serveur en permanence. Vous voyez. Mais bon, je veux bien recreuser la question. Oui, il est sur le serveur de LCP, oui, il doit être sur Internet, sur LCP. Bien, donc s'il n'y a plus de questions, nous allons passer on arrive bientôt à la fin, on passe au discours de clôture du porte-parole. Après, il y aura encore 2 ou 3 diapos à vous projeter et on vous conviera tout à l'heure au pot amical. Après le pot, aidez-nous à remettre la salle en état, ranger les chaises, des choses comme ça. Tous ensemble, on va pas être long. Merci. On va s'éloigner du monsieur Larsen. C'est bon, Christiane? Oui, vas-y. Alors, chères Coprasiennes, chers Coprasiens, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Il y a 10 ans encore, certains de nos détracteurs essayaient de nous faire passer pour de farfelus écolo-gauchistes lorsque nous expliquions, preuve à l'appui, que le projet de prolongement de la 104 aurait des conséquences dramatiques pour la santé humaine. Aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans le film de ce soir, qui serait encore en mesure de soutenir Alors, aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans le film de ce soir, qui serait encore en mesure de soutenir que les particules fines et ultra-fines, les oxydes d'azote, l'ozone, le monoxyde de carbone et autres benzènes et dioxyde de soufre produits par le trafic automobile n'ont pas un impact véritable et délétère sur la santé des populations et notamment des plus fragiles, comme nos enfants, nos seniors et les femmes enceintes. Chaque année, de nouvelles preuves s'accumulent. S'obstiner à vouloir réaliser ce prolongement de 22 km d'autoroute dans notre région est l'une des pires idées qui soit, si on la juge du point de vue de la santé. Mais contrairement à ce que l'on voudrait nous faire croire, c'est tout aussi catastrophique en termes économiques. Nous allons le voir plus loin. Depuis plusieurs années maintenant, j'ai l'honneur de clôturer nos AJO avec des discours s'articulant autour d'informations techniques et économiques qui sont les argumentaires de longue date du COPRA. Très souvent, à votre grand désarroi, mes discours sont trop longs. Alors cette année, on m'a invité à faire plus court. En essayant donc de faire un texte court, mais tout en cherchant de nouveaux arguments, je suis tombé sur le rapport numéro 610, juillet 2015, rédigé par le Sénat, sous la présidence de M. Jean-François Husson. À la lecture de ce très intéressant document, il m'est venu une idée. Au lieu d'écrire un trop long texte original, dont les arguments pourraient être une nouvelle fois contestés par la mauvaise foi des turiféraires de l'autoroute, j'ai fait le choix de ne rien écrire du tout. Ce soir, la totalité du texte que je vais prononcer à partir de maintenant est donc issue de ce rapport. Veuillez bien me croire, car vous risquez d'en douter. Aucun des mots suivants n'émane du COPRA. Je commence. On sait mesurer la qualité de l'air depuis 1891. La pollution liée au trafic automobile depuis 1926. Et on propose des évaluations du coût économique lié à la pollution de l'air depuis 1911. On a établi depuis 1930 que la pollution de l'air par le soufre tue. Malgré cela, il a fallu attendre les années 1980 pour que soient prises des mesures contraignantes pour limiter réellement la pollution de l'air par les oxydes d'azote et mettre fin en Europe aux pluies acides. En droit français, la loi numéro 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, dite loi LOR, introduit le facteur anthropique dans la définition de la pollution atmosphérique, qui est, selon ces termes, l'introduction par l'homme, directement ou indirectement dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influencer sur les changements climatiques et à détériorer les biens matériels et à provoquer des nuisances olfactives. Entre 2009 et 2011, jusqu'à 96% des citadins ont été exposés à des niveaux de concentration en particules fines, PM2,5, supérieurs au seuil défini par l'OMS.
et jusqu'à 98% ont été exposés à des niveaux d'ozone supérieurs au niveau indiqué. D'après les données du CITEPA, Centre interprofessionnel technique d'études de la pollution atmosphérique, publié par le ministère chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en 2012, le secteur des transports représentait 16% des émissions nationales de particules fines, PM10, 19% des émissions de particules PM2,5 et 59% des émissions d'oxyde d'azote NOx, avec toutefois de grandes disparités en fonction des territoires, puisque pour les émissions de PM2,5 par exemple, les transports routiers représentent 30% de ces émissions en Île-de-France. La multiplication des études et des résultats sur l'impact sanitaire de la pollution de l'air extérieur conduit à la découverte d'une liste de plus en plus longue de polluants non surveillés, d'effets sur la santé non testés, ou encore de combinaisons aléatoires entre polluants dont les effets pourraient être très importants. À mesure que les progrès font avancer notre connaissance de l'impact sanitaire de la pollution, le champ de l'inconnu s'agrandit et nous laisse à penser que tous les résultats actuels ne donnent, selon toute vraisemblance, qu'une vision largement minorée de l'ampleur du phénomène. Une large étude épidémiologique publiée le 24 mars 2015 dans The British Medical Journal suggère que les particules fines présentes dans la pollution atmosphérique, et notamment l'exposition au PM2,5, pourraient avoir un effet sur la santé mentale, favorisant notamment l'anxiété. Les résultats les plus récents montrent que la mortalité non accidentelle journalière augmente lorsque les concentrations de PM2,5 augmentent. En Île-de-France, l'augmentation des concentrations s'accompagne également d'une augmentation de 2 à 7% des passages aux urgences d'enfants pour cause respiratoire. La combustion des moteurs des véhicules automobiles provoque également des émissions de dioxyde d'azote, responsables de maladies cardiaques et vasculaires. De manière significative, le dernier rapport de l'Agence européenne de l'environnement sur le respect par les États membres des plafonds fixés pour certains polluants relève que la France n'a jamais rempli ses obligations en matière de NOx. Or, comme le révèle l'inventaire des polluants dressé par le CITEPA, le trafic routier représente 54% des émissions d'oxyde d'azote dans notre pays. Le rapport Coût de la pollution de l'air, impact sanitaire du transport routier, publié par l'OCDE en mai 2014, qui s'appuie sur les données épidémiologiques de l'OMS et de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, attribue en moyenne 50% de la pollution de l'air extérieur au secteur des transports. Pour la France, le travail mené met en avant des impacts sanitaires et un coût économique significatif, imputable à l'ozone et aux particules. Ces deux types de polluants auraient en effet été responsables en 2000 du décès prématuré de près de 45 000 personnes. S'agissant du coût monétarisé moyen de la mortalité et de la morbidité ainsi évalué, il serait compris entre 68 et 97 milliards d'euros, soit entre 1154 et 1630 euros par habitant. La pollution de l'air n'est pas qu'une aberration sanitaire, c'est une aberration économique. Si l'impact sanitaire de la pollution de l'air, rappelé précédemment, est connu depuis longtemps et bien documenté, le coût économique et financier qui lui est associé n'est pas toujours suffisamment appréhendé par les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. Il demeure de nombreuses incertitudes qui conduisent à une forte sous-évaluation du coût total que représente cette pollution pour l'économie et la société. Dans le cadre du projet européen AFECOM, l'Institut de veille sanitaire a comparé l'état de santé de la population de 9 villes françaises avec celui qu'il aurait été si les niveaux de pollution dus à l'ozone et aux particules fines avaient respecté les valeurs guides de l'OMS pendant la période étudiée 2004-2006. Les résultats mettent en évidence que, s'agissant des impacts à court terme de l'ozone et des PM10, le respect de ces valeurs aurait permis de différer 311 décès et d'éviter plus de 1000 hospitalisations pour causes cardiaques et respiratoires par an, pour un gain économique estimé à plus de 30 millions d'euros.
Concernant les effets à long terme des PM2,5, cela aurait conduit à différer près de 3000 décès pour un gain évalué à 4,8 milliards d'euros. Dans l'étude de 1999, et selon l'approche du consentement à payer, le coût de la mortalité est estimé, avec ajustement en fonction de l'âge, à plus de 28,5 milliards d'euros, dont plus de 15,8 milliards d'euros sont attribuables au trafic routier. Selon la méthode des pertes de consommation, l'exposition au PM10 conduit à un total de 311 225 années de vie perdues. Au total, le coût de l'impact sanitaire des PM10 est estimé en 1996 à près de 40 milliards d'euros, selon la méthode des consentements à payer, dont plus de la moitié, soit 21,6 milliards d'euros, est due aux émissions liées au trafic routier. L'État doit investir dans la recherche afin de joindre les moyens de la recherche publique à ceux des acteurs privés, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés, afin de produire les ruptures technologiques susceptibles de conduire d'ici à 2030 à la création de moyens de transport les moins polluants possibles. Il convient donc, à l'avenir, de juger les différentes technologies sur leurs résultats en matière de pollution de l'air et non d'en soutenir une a priori. Financer la création d'une filière de bus électriques française à l'aide des investissements d'avenir, développer et encourager le fret ferroviaire. La mobilité liée au travail est génératrice de polluants et votre commission a noté l'intérêt manifesté par certains syndicats de salariés et par la Direction générale du travail pour la possibilité de développer le télétravail. Il importe, plus généralement, de favoriser les mobilités durables, comme le vélo, ainsi que l'ont préconisé à plusieurs reprises des membres de notre Assemblée. Votre commission d'enquête souhaite donc que les expérimentations menées pour faciliter l'usage du vélo dans les transports professionnels soient pérennisées. Engager véritablement la transition environnementale dans les transports. Sans action déterminée de la part des pouvoirs publics pour accroître l'utilisation de modalités alternatives pour les distances inférieures à 300 km, la voiture reine conservera son statut, solidement garanti par le système de prix. Le recours au chemin de fer en particulier a subi une hausse tarifaire particulièrement peu attractive pour les voyageurs. Tout au long des années considérées, l'évolution du signal prix délivré est inverse de celle qui pourrait favoriser la transition environnementale dans les transports de passagers. Mettre fin au laxisme environnemental en alignant les seuils d'exposition au moins sur ceux de l'OMS. Les particules fines PM2,5 menacent la santé de 96% des urbains au sein de l'Union européenne, au lieu des 31% d'après les critères actuellement retenus. Un écart semblable est constaté pour les particules polluantes PM10, mais il devient spectaculaire pour l'ozone, la population concernée passant de 14% à 98%, selon que l'on se contente des critères de l'Union européenne ou que l'on applique ceux de l'OMS. Les raisons de mettre fin à ce laxisme sont tout aussi impérieuses dans le suivi systématique des émissions polluantes. Voilà, mesdames et messieurs, pas un mot cité ces dernières minutes n'a été écrit par le COPRA. Ce sont des sénateurs, pas vraiment réputés pour être des Khmers verts, qui ont écrit ces lignes. Elles reflètent un état de fait qu'il n'est plus possible d'ignorer dorénavant, à moins d'être de la plus grande malhonnêteté intellectuelle. La plus haute chambre de notre pays nous dit avec gravité, et on ne peut plus clairement, que les transports routiers sont une source majeure de danger, avec des coûts induits pharaoniques. Le prolongement de l'A104 serait donc non seulement un désastre sanitaire, mais aussi une catastrophe économique pour notre région et plus globalement pour notre nation. Il n'est donc plus possible de continuer en ce sens. Je souhaite maintenant clôturer ce discours par deux dernières citations qui résument la pensée du COPRA et qui motivent à elles seules notre position de refus catégorique de prolongement de l'A104 au milieu de près de 300 000 habitants. La première est tirée de la conclusion du rapport cité précédemment, et la seconde est reprise d'un discours prononcé récemment par le directeur exécutif de l'Agence européenne pour l'environnement, M. Hans Bruijnieks. Première citation. La pollution tue.
C'est un constat aujourd'hui largement accepté, au-delà de quelques invincibles scepticismes, mais qui en rejoignent d'autres, comme en ce qui concerne le réchauffement climatique par exemple. Les études se suivent et les résultats se ressemblent. Car si l'on sait aujourd'hui que la pollution a un impact sur la santé humaine, ce que l'on ignore en revanche, c'est l'ampleur de cet impact. L'étendue des dégâts qui, enquête après enquête, au fil de l'évolution des techniques d'investigation et de l'amélioration des analyses et des mesures scientifiques, s'avère de plus en plus importante. Fin de la première citation. Seconde citation. La pollution atmosphérique est un tueur invisible et nous devons intensifier nos efforts pour agir sur ses causes. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, les émissions issues du transport routier sont généralement plus nocives que celles provenant d'autres sources, car elles se produisent au niveau du sol et le plus souvent en ville, à proximité de la population. C'est pourquoi il est si important que l'Europe redouble d'efforts pour réduire les émissions causées par le transport, l'énergie et l'agriculture et investisse pour rendre ces secteurs plus propres et plus durables. Fin de la seconde citation. Merci à tous et à toutes pour votre écoute et nous vous rappelons que grâce à votre présence et à vos contributions depuis 27 ans, le prolongement de la 104 n'est toujours qu'un mauvais projet. Nous comptons donc encore et toujours sur votre fidélité et votre aide précieuse. Nous ne rappellerons jamais assez que ce tracé autoroutier constituerait dans notre région une véritable aberration environnementale, aberration économique et aberration sanitaire. Merci de votre attention. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, juste quelques diapos pour terminer. Pour inviter les administrateurs à notre prochain conseil d'administration du vendredi 7 décembre à Carrières-sous-Poissy, à 20h. Certains élus réclament le projet A104, on l'a copieusement évoqué, et le développement des routes. Donc votre mobilisation doit rester intacte pour la suite des événements. On continue à compter sur vous. Vous reconnaissez le coin, la mairie de Morcourt. Certains élus, au contraire, soutiennent nos positions. Merci à eux de défendre ces positions. On l'a évoqué tout à l'heure, on a évoqué les élus qui soutiennent nos positions. Et donc, merci de les défendre vis-à-vis de l'État. Et nous terminerons donc sur cette image de Morcourt. Merci à vous et nous vous invitons au pot de l'amitié qui se tient au fond de la salle. Merci à Pascal et aux autres personnes pour l'organisation du pot de l'amitié.